Bonjour à toutes et à tous, bonjour Irina. Bonjour Alison. Bienvenue et merci pour votre présence aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir de vous présenter notre édition annuelle des Tendances 2022 en compagnie d'Irina Stassula. Un moment qu'on a voulu de prise de hauteur face au contexte sociétal dans lequel nous vivons, mais surtout une envie de prospection qui nous anime et que nous avons donc à cœur de vous partager pour mieux appréhender les bouleversements qui sont ceux de notre société de demain et puis aussi, bien sûr, surtout ceux de notre société actuelle. Alors justement, comment les marques doivent-elles s'inscrire dans ces dynamiques? Comment redéfinissent-elles notre culture du consommateur? Et surtout, quel est le rôle des médias pour construire une relation durable et forte de sens entre marques et consommateurs? Alors voilà les questions qui ont donc ponctué nos réflexions et auxquelles nous allons donner des éléments de réponse dans ce webinaire. Et pour opérer cette prise de recul, il faut déjà faire le bilan de ce qu'on a laissé derrière nous sur cette dernière année. Et pour ce faire, on vous propose un extrait d'une vidéo rétrospective de l'artiste suisse Sirou qui pour la 7e année consécutive a compilé une vidéo avec un bilan de cette année 2021 qui est en fait un véritable voyage dans le temps avec des images fortes qui ont marqué l'actualité et qui nous rappellent ce que l'humanité a vécu de meilleur ou de pire ces 12 derniers mois. There was always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. To put our future first, we must put our differences aside. Avec ces images, on se rend compte que l'année 2021 n'aura pas été très différente de l'année 2020, que le Times avait pourtant cataloguée comme étant la pire année jamais vécue. Et ce n'est pas un constat étonnant, puisque ces 2 dernières années, nous avons évolué sur un fond de crise sanitaire qui nous donne une impression d'un continuum sans fin. Même si on est tout juste en train d'opérer un changement de posture, comme l'a récemment souligné le ministre de la Santé Olivier Véran. Nous serions, d'après lui, dans une phase de transition endémo-épidémique, ce qui veut dire que nous basculons de la pandémie à l'endémicité, soit du vivre contre le virus au vivre avec le virus. Et alors qu'on pensait avoir vécu le pire avec cette crise sanitaire, la menace d'une 3e guerre mondiale s'abat sur nos pays occidentaux. La guerre en Ukraine émeut le monde entier et laisse un goût amer, en particulier aux jeunes générations, qui pour la première fois de l'histoire n'avaient pas encore connu la guerre aux portes de l'Europe jusque-là. Il est clair désormais qu'il n'y a plus de retour possible à la normale, au monde d'avant, et hélas, l'émergence d'un monde d'après n'est pas encore à l'horizon. Cette situation d'entre-deux, entre la nostalgie de notre monde d'avant et l'espoir de ce monde d'après, fait que l'on se retrouve coincé dans une réalité brute, une réalité complexe avec son lot de paradoxes
qui n'ont jamais été aussi difficiles à appréhender pour les Français. Et il n'y a qu'à prendre le pouls de leur morale très mitigée pour s'en rendre compte. Avec d'un côté, d'abord, des gens heureux. D'ailleurs, en 2021, la France a atteint son meilleur classement dans le World Happiness Report et arrive 20e parmi les pays les plus heureux du monde. L'indice de confiance et de bien-être a lui aussi bondi de plus de 2 points en l'espace d'1 an. Preuve en est que le bilan post-crise s'est révélé très positif pour certains Français qui en ont profité pour se recentrer sur eux-mêmes, pour transformer leur vie ou encore pour renouer avec leurs proches. Et puis parallèlement, face aux gens qui rient, il y a les gens qui pleurent. La lassitude de la crise et les difficultés auxquelles ils ont dû faire face pèsent sur de nombreux Français. Le sentiment de mécontentement affiche une progression accablante de 14 points en une année seulement. Pire, certains font même le rejet des valeurs de la société actuelle avec lesquelles ils ne se disent plus en phase. Et ce mal-être général, en bon français, on l'exprime. Une tendance qu'on nomme d'ailleurs le trauma dumping et qui désigne le fait de décharger sur son interlocuteur ses traumatismes et ses frustrations sans même qu'il nous les demande. On aborde alors certes plus librement l'anxiété ou la dépression, et c'est d'ailleurs la mission que s'est donnée la marque Maybelline Paris avec sa campagne Brave Together, où des porte-paroles engagés comme Amel Bent ou encore Bilal Hassani sensibilisent les jeunes sur les troubles de santé mentale qui, en France, concernent 1 jeune sur 3. Ces dualités dans les esprits des Français relèvent des changements structurants qu'a connus la France ces dernières décennies et que Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli nomment la grande métamorphose dans leur ouvrage La France sous nos yeux. Effectivement, notre économie, autrefois organisée autour de la production, est désormais centrée sur la consommation, le tourisme et les loisirs. Une désindustrialisation qui redéfinit les groupes sociaux constitutifs de notre société et qui a entraîné un processus de bipolarisation des classes moyennes, à la fois par le haut et par le bas. Et cet effet de sablier, il est très clairement perceptible dans l'univers de la consommation, avec d'une part la premiumisation des offres destinées aux classes moyennes supérieures, et d'autre part l'apparition d'un second marché et d'une économie de la débrouille, illustrant le désarrimage progressif du bas des classes moyennes. Une bipolarisation donc qui reflète l'accroissement des inégalités, réelles ou perçues, entre les Français et qui fragilise de façon tangible notre vivre ensemble. D'un point de vue économique, l'impact de la désindustrialisation affecte tous les secteurs, y compris les mieux implantés comme l'automobile ou l'agroalimentaire, loin de cette utopie faiblesse dont on parlait dans les années 2000, qui prenait le produire ailleurs et assembler en France. En 2021, la France a atteint le pire déficit de sa balance commerciale, soit près de 85 milliards d'euros, ce qui s'explique en partie par la hausse du prix de l'énergie, mais aussi par l'accroissement des importations de produits consommables, particulièrement de Chine. Parallèlement, un autre secteur en difficulté concentre l'attention. C'est celui de l'agriculture. En près de 40 ans, alors que la taille des exploitations a augmenté, la part des agriculteurs a fortement diminué, en passant de 7% en 1982 à 1,5% seulement en 2019. Cette tension a d'ailleurs été portée à l'écran récemment par le réalisateur Frédéric Tellier, qui dans son thriller environnemental Goliath s'attaque à un sujet brûlant, la lutte contre les pesticides face au lobbying agroalimentaire. Ou encore par France Télévisions avec le documentaire Nous, paysans, qui retrace un siècle d'agriculture en France et qui a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs en février dernier. Preuve de l'intérêt des Français. Alors ces enjeux qui redéfinissent profondément notre territoire et nos modes de vie ont résulté sur des paradoxes avec lesquels nous devons composer, heureusement ou malheureusement. Et le premier, c'est justement celui de l'économie versus celui de la planète. Alors que les Français sont une grande majorité à vouloir se mettre en ordre de marche pour le bien de l'environnement, les inégalités pour le coup persistent. On a un grand déséquilibre face auquel la responsabilité se retrouve reportée sur d'autres acteurs sociétaux comme les entreprises ou encore comme les producteurs. Et ce sont aujourd'hui 59% des Français qui pensent que le développement durable relève davantage de la responsabilité des marques que de la leur.
Et puis, ils en attendent que ces dernières prennent part aux plus grands défis de l'humanité, comme des actions concrètes. Puis en même temps, lorsque les marques communiquent sur leur engagement avec les consommateurs, pour les consommateurs, ces fameux consos leur reprochent de le faire uniquement dans un but lucratif, voire même sont désormais complètement lassés de voir les marques communiquer sur ces sujets. Alors cette situation, elle fait écho aujourd'hui à ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville, à savoir en fait plus les marques en font, plus les consommateurs ont l'impression qu'elles n'en font pas assez. Alors par ailleurs, si on sait que la crise a fortement accéléré la digitalisation des pratiques des Français, il n'en demeure pas moins qu'elle génère toujours autant d'anxiété. Si d'un côté le digital fait clairement partie de notre vie, et les marques pour le coup l'ont bien compris, puisque le levier digital restera le premier média investi par les marques en 2022, en atteignant un poids record de 60% des investissements sur l'année qui arrive. Donc on est vraiment sur un chiffre jamais atteint jusque-là. Mais malgré tout, cette familiarité avec la technologie, elle suscite en nous des craintes multiples, entre réalité quotidienne avec le hacking de nos données personnelles, ou plus lointaines, comme celle de se voir remplacée par les nouvelles technologies qui restent toujours des sources d'anxiété qu'on continue d'observer. Et les médias, ils échappent pas à cette ambivalence avec un questionnement de fond, faire confiance ou non à l'information. Si les Français sont aujourd'hui 81% à penser que le journalisme est essentiel à la démocratie, et surtout en cette période d'élection présidentielle, par ailleurs, ils n'ont jamais été autant exposés à cette fameuse information. Ils sont aussi les moins confiants dans les faits auxquels ils sont exposés. Et pour la première fois, selon le baromètre de La Croix, aucun média ne dépasse les 50% de crédibilité aux yeux des Français, ce qui place tout simplement notre pays à la 43e place sur 46 dans le classement du baromètre de la confiance en l'actualité. Et là, pour le coup, on fait face à une vraie érosion de la confiance qui va parfois même jusqu'à réinterroger la légitimité du corps gouvernant français, avec près de 4 individus sur 10 qui considèrent qu'il existe des preuves formelles de l'existence de certaines conspirations. Donc là, clairement, on va encore un cran plus loin dans une dynamique de complot. Et pour tenter de regagner la confiance des Français, certaines stratégies se mettent en place, sont déployées au niveau du gouvernement, comme la loi Fake News de 2018, ou encore par les médias qui semblent adopter une solution plutôt commune, qui est celle du fact-checking, à l'instar de l'AFP Factuel, Le Monde et les décodeurs, ou encore Libération et Check News, qui ne sont que quelques exemples et qui visent tous à rendre l'information plus crédible aux yeux des Français. En parallèle, d'autres approches plus originales tentent de sensibiliser les publics à la véracité de l'information, comme a pu le faire le célèbre Peter McIndoe avec son mouvement Birds Aren't Real sur Twitter, affirmant que les oiseaux n'existent tout simplement pas et que ce sont en fait des drones envoyés par l'État américain pour surveiller les populations. Et après plusieurs centaines de milliers d'abonnés et plusieurs années d'existence, Peter McIndoe a avoué qu'il s'agissait tout simplement d'un mouvement parodique qui visait à démontrer qu'il était facile de faire de la désinformation et de prouver que beaucoup y adhèrent, même lorsque c'est absurde et irréaliste. Et dans la même veine, on pense aussi à Jonas Bendixen, qui est un photographe reconnu de l'agence Magnum et qui a voulu tester notre crédibilité face aux fake news avec un reportage photo fabriqué de toutes pièces sur son ordinateur et qui a donc dupé tous les photographes les plus aguerris. Alors en réalité, on pourrait continuer longtemps à vous citer tous ces paradoxes, car clairement aujourd'hui, ils gangrènent toutes les sphères constituantes de notre société. On en observe effectivement un sacré nombre. On observe tout et son contraire, chacun étant obligé de vivre avec ces fameuses injonctions paradoxales. Et clairement, ces injonctions aujourd'hui, elles nous pèsent, ça nuit à notre capacité à nous projeter dans la France de demain. On est dans une sorte de dictature du présent à laquelle nul n'échappe, et être prisonnier du temps réel, c'est pas si évident que ça, car ça recouvre de nouvelles réalités qui vont structurer les années qui viennent, avec des nouvelles règles, de nouveaux rituels, une manière inédite de s'inscrire dans la société et le monde. Et pour l'année qui vient, nous on a distingué 3 réalités qui vont dessiner justement cette France d'après. Et ces réalités qui vivent, toujours pas forcément de façon indépendante les unes avec les autres, mais qui se superposent pour former notre future réalité commune. Les 3 réalités dans lesquelles on va se plonger aujourd'hui, sont la réalité convenue, la réalité
étendue et enfin la réalité combattue. Alors pour contrer cette complexité du présent que l'on vient de vous décrire, les Français repensent leurs liens aux autres. Ils veulent retrouver la confiance dans des liens de proximité et pour cela ils se structurent en communautés choisies, celles qui leur ressemblent, qui partagent leurs valeurs, leurs intérêts et surtout celles qui accueillent leur singularité. En somme, c'est la façon qu'ils ont de composer avec une réalité parfois difficile, c'est leur réalité convenue. Et cette réalité convenue, elle repose sur un nouvel équilibre entre le je et le nous qui mérite désormais la même attention et le même investissement. Une sorte d'entre-soi que l'on préfère vivre ensemble. La crise a suscité en nous un questionnement profond sur notre identité et nos envies. Elle a permis à certains de se réaliser autrement en choisissant un mode de vie plus conforme à nos aspirations, comme en témoignent les tendances de l'exode urbain ou la reconversion professionnelle par exemple. Mais ce recentrage sur soi ne veut pas dire que nous avons renoncé au collectif. Comme le dit Antoine Fouché dans son dernier ouvrage, Le monde après Covid, la mobilisation du collectif est peut-être l'une des leçons les plus importantes à tirer de cette période. Il faut être collectivement puissant pour être individuellement libre. La communauté que l'on choisit, c'est donc celle qui réconcilie les identités avec une vision collective unie. C'est justement cela qui vient redéfinir ce que l'on appelle le faire communauté. Puisque pour plus de la moitié des Français, l'unité sociale, c'est justement un ensemble de communautés qui cohabitent les unes avec les autres. Et c'est exactement ce que nous montre l'une des plus belles campagnes de l'année, celle de la SNCF, qui montre une communauté d'individus qui se définissent au gré de leurs humeurs, de leurs émotions, de leurs convictions, tout en étant un collectif uni. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquents parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des 6 coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. Vous l'aurez compris, il est aujourd'hui très facile de prendre part au phénomène communautaire et de faire de sa vie une succession d'appartenances au sein d'un nombre incalculable de communautés, allant du ménage sur TikTok au cyclisme indoor avec Zwift, en passant par le fameux Dry January, pour n'en citer que quelques-uns. Et au regard des dernières avancées technologiques, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le web version 3.0 a pour ambition de redonner le pouvoir au collectif avec un web décentralisé qui supprime au maximum les intermédiaires et où chacun pourra transporter ses données et être pleinement propriétaire de façon fluide et rapide de celles-ci, et notamment grâce à la blockchain. Mais au-delà du virtuel, le contact réel et la proximité avec les autres restent des valeurs refuges et essentielles, surtout quand le monde extérieur est perçu comme étant hostile ou incertain. Alors, on se recentre sur nos liens primaires, on renforce les liens intergénérationnels, notamment avec nos mamies, qui demeurent des figures d'inspiration, voire même nos muses, comme ont pu le montrer Jacques Mus ou Julien Doré. La proximité, c'est aussi celle de notre quartier, de notre ville ou encore de notre région. Sur Facebook, les groupes locaux se multiplient, comme Je suis de Levallois, qui compte pas loin de 30 000 membres, soit quand même à peu près la moitié des habitants de la ville. Par ailleurs, les chaînes de télévision locales explosent avec 12 millions de téléspectateurs pour 38 chaînes en tout.
Bref, on veut du lien et les marques l'ont bien compris. Carrefour, par exemple, a implanté une solution concrète en créant les blabla caisses dans les magasins pour ceux qui veulent prendre le temps d'engager la conversation avec les caissiers et les caissières. Ou encore La Poste, qui a abandonné pour la première fois le mot confiance dans sa communication pour parler de proximité. Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout. Dire oui aux pré-étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. Et puis il y a aussi CIC qui imagine toujours dans un monde qui bouge et se demande s'il y a quelqu'un. Y a quelqu'un ? Insérez votre main dans le lecteur. Y a quelqu'un ? Je veux parler à quelqu'un. Y a quelqu'un ? Ah, excusez-moi, madame, je cherche quelqu'un pour... Bienvenue dans notre galerie commerciale. Welcome to our shopping center. Offrir à chacun un conseiller à qui parler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Alors pour autant, être dans la proximité et faire partie d'une communauté, ça n'implique pas forcément de mettre de côté sa singularité. Les Français aspirent désormais au respect de leurs spécificités et à la valorisation de leurs différences, et plus encore qu'une demande de personnalisation qui est déjà la norme. Alors la conscientisation des problématiques autour de l'inclusion ouvre désormais la porte à un individu qui s'assume plus facilement et qui revendique sa singularité. Le sentiment d'être reconnu, compris, accueilli dans sa singularité est un levier d'engagement puissant, comme le montre la dernière campagne de Free. Ou encore celle de Picard. Bienvenue. Bienvenue à toi qui n'attends plus la saison pour que ce soit la saison. Bienvenue aux fans de légumes les plus motivés, mais pas contre le petit burger de fin de soirée. Bienvenue à ceux qui font attention, à ceux qui font attention, et aussi à ceux qui font attention. Bienvenue à vous qui vous adaptez en toutes circonstances. Bienvenue aux intolérants au gaspillage. À toi qui n'habite pas un palais mais qui a un très bon palais. Bienvenue à vous qui revenez de voyage. À vous qui partez en voyage. Bienvenue si vous êtes du genre à tout faire, ou plutôt du genre à ne rien faire. Chez Picard, nous souhaitons la bienvenue à vous tous qui aimez cuisiner, partager, manger, découvrir, vibrer. Depuis près de 50 ans, nos producteurs partenaires et nos équipes font grandir chaque jour l'amour du bon produit, du bon goût et du bon pour vous. Picard, pour le bon et le meilleur. Alors cette prise en compte de soi doit pouvoir se vivre indifféremment dans la vraie vie ou dans le digital. Et si le comportement de l'individu dans le digital peut être plus libéré, voire parfois surprenant, il doit exister des marqueurs de sa singularité dans toutes les dimensions de sa vie. Plus que la rareté, l'exclusivité, la personnalisation, on assiste aujourd'hui à de vraies hybridations pour revendiquer ces spécificités. Pour le coup, le drop model popularisé par Suprême s'est fortement développé jusqu'à Nike qui décide de choisir ses clients pour acheter certains modèles de ses baskets aujourd'hui en un temps record. Nike a aussi décidé de permettre la personnalisation dans tous ces espaces avec Nike Store, Nike ID, dans le métaverse, Nikeland avec Roblox ou encore avec le rachat de RTFK pour créer ses propres NFT.
Mais la technologie, ça se résume pas au métaverse ou encore au NFT. Pour augmenter son unicité, il existe désormais des moyens d'augmentation des possibles humains grâce à la robotique et à la nanotechnologie, comme le tatouage connecté développé par le MIT, par exemple. Alors, au-delà de la personnalisation, de fait, on peut clairement se dire que le singular marketing est en marche aujourd'hui. Alors être unique, ça ne signifie pas pour autant se revendiquer comme très original, au contraire, la période difficile que nous traversons invite plutôt à la reconnaissance de nos failles et d'une forme de normalité rassurante, une forme de vulnérabilité, comme en témoignent les dernières campagnes publicitaires d'Adidas ou encore de Célio. Et même les artistes se dévoilent pour banaliser des sujets comme l'anxiété ou la dépression, comme a pu le faire Stromae en nous parlant ouvertement de ses pulsions suicidaires au journal de TF1 dernièrement. Alors fort de toutes ces observations, la question qu'on se pose maintenant, c'est quel est donc concrètement le rôle de la marque dans cette réalité convenue pour embrasser à la fois bien la singularité des consommateurs, tout en fédérant les communautés auxquelles ils appartiennent. Alors dans un premier temps, ça va nécessiter des marques qu'elles reconnaissent leurs erreurs quand elles en commettent, comme a pu le faire la directrice générale de la marque Cézanne, qui a été accusée d'appropriation culturelle à des fins publicitaires par le ministre de la Culture mexicain, et qui s'est donc excusée en tant que directrice directement sur le site d'une ONG. Alors les marques sont aussi invitées à favoriser les connexions pour donner l'opportunité de fédérer davantage les communautés. La marque, clairement, elle doit être en capacité de faciliter la mise en relation des individus et donc d'œuvrer pour défendre les intérêts de cette communauté. Alors ces marques, on les appelle les elevator brands car elles vont au-delà de leur cœur de métier et elles ont des projets d'accompagnement véritables de leur communauté, comme l'a fait par exemple Mastercard qui, dans le cadre de son programme Tech the Power, TECH, en faveur d'une plus grande parité femmes-hommes dans les filières numériques et qui a donc éclairé les lycéennes, les étudiantes dans leur choix d'orientation en tentant de comprendre les préjugés de cette population sur les filières tech et d'identifier des leviers pour mieux justement les déconstruire. Dans un troisième temps, la marque peut aussi davantage entretenir la conversation, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, que 44% des Français pensent que les conversations d'une marque sont plus persuasives que la publicité. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Burger King en interrogeant ses consommateurs sur ses emballages et en lançant prochainement de nouveaux matériaux réutilisables plus de 100 fois dans le cadre de son programme Loop. Et enfin, cette réalité, elle invite les marques davantage à valoriser leur first party data, car qui mieux que les marques peut connaître ses consommateurs en termes de profil comme d'appétence, de spécificité ou encore de dynamique. Alors c'est la base d'un programmatique optimisé à l'ère des inventaires adressables et d'un haut de média qui peut être utilisé de façon beaucoup plus pertinente. Alors cette connaissance, elle permettra de proposer des offres mieux adaptées à des publics distincts. En témoigne l'exemple de la chaîne de fast-food Everytable en Californie qui a ajusté son offre et ses tarifs en fonction de la localisation de ses établissements. Alors on voit donc là tout le champ des possibles qui s'offre aux marques pour s'ancrer de façon régulière et collective auprès de consommateurs afin de faire écho justement à cette réalité convenue. Le deuxième type de réalité qui composera notre société est la réalité étendue, qui n'est ni plus ni moins notre façon de trouver des échappatoires au contexte anxiogène qui est le nôtre. Et il y a plusieurs façons de s'échapper. D'abord, cette fuite peut passer par le besoin de retrouver les valeurs d'un autre âge. Car oui, beaucoup de Français le disent, la France, c'était mieux avant. Donc rien d'étonnant de voir le slip français remettre la charentaise ou la robe de chambre au goût du jour. Ou bien de voir le rétro gaming continuer de s'ancrer avec les premières consoles comme Atari ou Nintendo. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la nostalgie fait référence à des instants de plus en plus récents, d'où ce terme de nostalgie. Car on ne se réfère plus uniquement aux années 70 ou aux années 80, mais bien aux 90s ou aux années 2000 pour s'intégrer à nos environnements modernes. Une autre échappatoire est de considérer que tout est jeu, car tout devient divertissement dans notre société actuelle. Ça passe par les live castings sur Twitch, par les plateformes de vidéos comme celle d'Amazon Prime avec sa série Truth Seekers sur des chasseurs de fantômes qui a donné lieu à un escape game dédié, ou encore Netflix qui a imaginé un bal à Londres pour la sortie des Chroniques de Bridgerton. Bref, rien ne se perd, tout se transforme comme disait Lavoisier. D'autres évasions nous invitent à un voyage plus personnel, un voyage intérieur,
avec notamment l'explosion du recours au CBD sous toutes ses formes, la prise de psychotropes pour des méditations nouvelle génération, ou encore la pratique de la transe chamanique. On voit d'ailleurs apparaître de nouvelles thérapies sonores ou des nouvelles playlists sur Spotify appelées les Lo-Fi pour apaiser nos esprits. Enfin, un autre moyen de s'échapper est de suivre les rêves des leaders de la Silicon Valley qui nous proposent de nous extraire de la réalité, soit en mixant une réalité virtuelle de plus en plus immersive avec la VR et la R, dont le marché devrait atteindre 1,5 milliard de dollars en 2030, soit en créant de nouveaux espaces comme les métavers pour un marché qui devrait atteindre là 784 milliards de dollars déjà en 2023. Plus encore, il y a la promesse d'une évasion totale avec le développement du tourisme spatial et du futur transhumanisme, avec par exemple la vitre à taille humaine proposée au CES 2022 qui, même à distance, nous donnerait la capacité de ressentir les autres. Alors face à ces différentes formes d'échappatoire, les marques n'ont d'autre choix que d'adopter une fonction récréative pour accompagner les consommateurs dans leur quotidien. Alors cette fonction, elle peut inviter les marques à créer, à entretenir leur mythe, comme l'a fait récemment Renault en reprenant en 2021 pour la première pub de Twingo le claim de celui de 1996, à vous de réinventer la vie qui va avec, pour le lancement de son modèle 100% électrique d'aujourd'hui et qui fait donc écho à la dimension nostalgique des Français dont on parlait tout à l'heure. Alors la marque peut également distraire les consommateurs et rien de tel que l'émotion pour générer de la connexion et de l'engagement avec ses audiences. Et en ce sens, l'humour est un puissant vecteur de connivence et c'est d'ailleurs la marque de fabrique de Burger King. Mais la surprise peut être aussi tout aussi puissante d'interaction, comme l'a été le hacking des spots Lacoste ou encore Peugeot par Matrix Resurrection, qui a dévoilé les images exclusives de son film sur TF1 dans l'écran de 20h50 en décembre dernier. Alors la marque, elle peut aussi initier des instances de célébration pour s'ancrer dans le quotidien des individus, comme l'a récemment fait Uber Eats en s'associant pour la 2e année consécutive à Top Chef pour promouvoir les jeunes talents de la cuisine française. Les marques, enfin, elles peuvent aussi accompagner les consommateurs de différentes façons en les rassurant d'abord sur leur transparence par rapport au contenu qu'elles proposent à leurs audiences de façon très basique. Elles peuvent aussi s'engager fortement auprès des consommateurs et clairement le contexte du conflit ukraino-russe nous rappelle que les marques peuvent jouer un rôle politique bien au-delà des discours RSE qu'elles peuvent soutenir de façon plus classique. Et enfin, les marques, elles peuvent innover autrement. En témoigne l'apparition récente du métier de Chief Impact Officer dans les entreprises américaines. Alors, Chief Impact Officer ou consort, mais c'est une mission qui est d'ores et déjà confiée à Antoine Cyr en France au sein de BNP Paribas. Alors d'autres marques ont décidé de repenser leur modèle, comme L'Oréal qui a mis au cœur de sa R&D les projets éco-responsables comme l'approvisionnement de l'eau pour les usines ou son recyclage. Ou encore Samsung qui conçoit les emballages de ses télés de luxe réutilisables pour en faire des cabanes pour chats. Alors voilà, ce sont tout autant de façons qu'ont les marques de proposer des échappatoires à la réalité d'aujourd'hui, cette fameuse réalité étendue. Et enfin, la dernière réalité constituante de notre future société est la réalité combattue, parce qu'elle fait écho à la façon qu'ont les Français d'entrer en résistance, chacun à leur manière. Certains ont décidé de s'opposer au système, aux gouvernants, et de les questionner ouvertement sur de nombreux sujets. Santé, gestion de la crise, violences faites aux femmes, préjugés religieux. La littérature ne cesse de fleurir quand il s'agit aujourd'hui de se mobiliser pour soutenir les causes que l'on croit justes et pour dénoncer les injustices par la voie légale, la voie républicaine. D'autres se posent au système de façon plus originale, avec plus d'ironie ou de désinvolture, comme a pu le faire Julien Doré au moment où les meetings étaient autorisés et les concerts étaient interdits, ou la façon dont le film Don't Look Up met en lumière une résistance absurde face à une gouvernance inconsciente sur Netflix, en battant ainsi tous les records et se hissant en tant que 3e audience mondiale sur la plateforme. Une défiance au second degré donc, qui se manifeste sous une modalité plus douce. Et la campagne des Geek Tao l'a d'ailleurs très bien exprimé.
Et sous une modalité encore plus douce, d'autres formes de résistance se mettent en place en utilisant l'arme de la poésie. L'exemple le plus représentatif est celui de la jeune poétesse Amanda Gorman, dont la présence a été très remarquée lors de l'investiture de Joe Biden et que l'on a aperçu d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo de Siro. On voit également la naissance de nombreux bars à vers, alors vers V-E-R-S, des affiches de poésie dans le métro ou encore la nomination d'un poète officiel au Parlement canadien. Enfin, une dernière façon de combattre implique de refuser de suivre le rythme imposé par notre société moderne, celui de l'accélération, en ralentissant. Et c'est en ce sens que Kinder nous invite à nous déconnecter avec sa tablette non connectée, ou que Twitter a créé Spaces pour rompre avec la suite sans fin des visioconférences, avec des réunions uniquement en audio. Ralentir, c'est donc prendre le temps, et cela se traduit aussi en médias. On prend désormais le temps de raconter les histoires pour engager, pour générer de l'intérêt à nouveau. Et cela passe par l'explosion de séries sur les différentes plateformes de streaming, par le succès du roman feuilleton, par le rallongement des formats chez Combini, ou l'apparition des jours par les anciens de Libération, qui proposent en mode feuilleton les résultats d'une enquête d'investigation. Tout autant d'éléments qui ont de quoi nous tenir en haleine. Et pas que. Ces éléments invitent aussi les marques à redécouvrir leur puissance narrative, comme en témoigne la hausse fulgurante de leurs investissements dans les podcasts cette dernière année, ou encore le succès des formats longs, comme celui qu'a connu Society avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, nos différentes façons de combattre la réalité d'aujourd'hui, elles donnent différentes opportunités aux marques d'adopter une position, cette fois-ci, assertive. Elles peuvent elles-mêmes passer directement en mode combat aux côtés des consommateurs pour réengager leur position. Alors ça implique de trancher radicalement sur leurs ambitions, comme obtenir une certification B Corp, ou s'engager plus concrètement sur des résultats annuels chiffrés, comme l'a fait Fnac Darty, sur l'information, la durabilité des produits, l'éthique dans les affaires, la réparation, la mise à disposition dans des circuits de seconde main de produits neufs, non vendables, et la présence des femmes à des postes de direction. Donc on est assez large en termes de scope. Ça invite aussi les marques à expliquer leur vérité au-delà de ce qu'elles vendent. Et là, il s'agit pour elles d'assumer leur position en faisant par exemple appel à des égéries qui ont des idées fortes et qui sont connues du grand public pour celles-ci, comme Marion Cotillard qui avait refusé en 1990 d'être l'égérie de L'Oréal à cause des tests de ses produits sur les animaux et qui est désormais l'égérie du célèbre parfum numéro 5 de Chanel. Et enfin, ça invite les marques à développer leur cohérence sur l'intégralité de leur chaîne de valeur en ce qui concerne leurs engagements. Et ainsi, beaucoup de nouvelles structures montrent la voie, comme Octave Immobilier, qui a décidé d'être responsable et collaborative, justement, sur l'intégralité de cette chaîne. Alors, ça implique 0 papier dans les locaux, des serveurs à économie verte sur l'ensemble, de leur support IT, et puis, tous les collaborateurs à vélo. Alors, ces exemples montrent bien les différentes démarches que peuvent entreprendre les marques pour accompagner leurs consommateurs dans leur combat quotidien. Voilà ce qu'il en est pour les 3 réalités qui constituent, selon nous, en partie les bouleversements de notre société de demain et qui ont le mérite de mettre à l'honneur différentes perceptions de nos consommateurs qui, on l'a vu, demeurent relativement paradoxales quand même et nécessitent donc une vraie prise de recul à opérer. Et c'est justement ce que nous explique très bien notre ami Romane Fraissinet dans cette vidéo. Et je crois qu'en vrai, la majorité des débats, ils sont sans fin. Vraiment, hier, je regardais 2 individus et pendant 1 heure, peu importe de quoi ils parlaient, c'est comme s'il y en avait un qui disait « c'est Jack Sparrow » et l'autre il disait « non, c'est Johnny Depp » et l'autre disait « non, c'est Jack Sparrow, ne me coupez pas la parole, c'est Johnny Depp » et heureusement que le présentateur, il a lancé la météo, sinon, les gars, ils avaient des arguments à l'infini. Il y a des gens, ils défendent des points de vue comme des chevaliers du point de vue pendant des heures, genre « en garde, point de vue contre point de vue » et le truc avec un point de vue, c'est que par définition, si tu te déplaces, ça change. À un moment donné, j'avais envie de leur dire, mais mettez-vous du même côté de la table, peut-être vous allez voir les choses de la même manière, je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, moi. C'est vraiment comme s'il y avait un mec en Australie et un mec en France, et pendant 2 heures, ils se disent, c'est l'été, non, c'est l'hiver, non, c'est l'été. Mais on perd beaucoup d'énergie, là, les amis. Tu vois, le truc, en fait, avec les points de vue, c'est que ça dépend souvent de là où t'en es, toi, dans ta vie. Tu sais, quand t'as faim, tout a l'air bon.
Quand t'as pas d'argent, tout est cher. Quand t'es heureux, tout le monde est beau. Quand t'es malheureux, tout le monde est con. Tu vois, c'est biaisé un point de vue. C'est biaisé par nos propres perceptions. Et moi, plus je grandis, moins j'ai confiance dans mes propres perceptions. Voilà, parce que je pense que nos perceptions nous mentent. Je pense qu'on ne peut pas négliger la part des choses qu'on imagine dans nos perceptions. Voilà, cette prise de recul, eh bien, c'est ce qu'on aura essayé de faire durant tout cet exercice de rédaction des tendances 2022. Et s'il y a bien une conclusion à toutes nos observations, à toute cette prise de hauteur, c'est bien celle de voir que finalement, cette crise aura eu pour vertu de nous faire grandir, mais surtout de nous faire grandir ensemble, en acceptant des constats parfois amers, mais pour le coup bien réels. Parce qu'en vrai, être adulte, c'est bien ça, c'est reconnaître les limites de la condition humaine, et c'est en ça que nous avons eu l'occasion, un peu malgré nous, de grandir dans ce contexte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne serons pas des adultes heureux et épanouis, car il n'appartient qu'à nous, d'inventer un nouveau collectif et de devenir des adultes épanouis, justement. Et comme l'a dit la philosophe Suzanne Lehmann, un adulte heureux, c'est une personne qui a trouvé le moyen quelconque de réduire l'écart entre la réalité et la forme qu'elle devrait prendre. Alors vous l'aurez compris, pour nous, la réalité aujourd'hui, elle a des formes différentes. Donc bienvenue à tous dans le futur des réalités de 2022. Alors voilà, notre présentation des trends arrive à sa fin. On espère que tout ce contenu vous a inspiré et qu'il vous a interrogé. Et si c'est d'ailleurs le cas, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera clairement un plaisir de répondre à vos questions. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci Irina. Merci Alison et merci à vous.